Ce matin, on a vu des choses futuristes, et là, on va voir un petit peu un aspect plus pratique et plus directement clinique de ces applications médicales des nanoparticules. Monsieur Attali. Merci beaucoup. Bon, je vais commencer par le basique. Finalement, qu'est-ce que le médecin attend? Qu'est-ce qu'on attend du médecin? Finalement, la première chose qu'espère faire un médecin, c'est de prévenir l'apparition des maladies, soit par la prévention des facteurs de risque environnementaux, par la détection génétique. Donc, on essaie de prévenir la maladie. Quand on ne la prévient pas, c'est d'essayer de la détecter précocement, de la traiter efficacement, et c'est déjà le biais de la médecine personnalisée. Traiter efficacement, ça veut dire augmenter l'efficacité et prolonger la survie. Ça veut dire aussi réduire, voire supprimer la toxicité de ce que nous faisons. C'est aussi suivre l'effet du traitement et enfin, et surtout aussi, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors si on applique ça au cancer, et c'est dans le domaine du cancer que je vais intervenir un peu plus en détail, il y a des aspects diagnostiques et des aspects thérapeutiques. Les aspects diagnostiques, il y a des méthodes non invasives, assez simples, habituelles, des méthodes diagnostiques qui sont plus invasives, mais au bout du compte, ces méthodes diagnostiques, elles aboutissent en cancérologie au traitement. Et il y a des traitements qui sont très classiques, vous voyez qu'on remonte finalement de façon assez basique avec l'exérèse tumorale, la radiothérapie, la chimiothérapie, il y a des traitements qui sont un peu plus récents, thérapeutiques ciblées, dont Laurent Zellec nous a dit qu'elles n'étaient pas tellement ciblées, et je suis assez d'accord avec lui pour dire que c'est presque une escroquerie intellectuelle de parler de thérapeutiques ciblées aujourd'hui, et il y a des thérapeutiques anti-angiogéniques, et puis il y a un certain nombre de traitements émergents qui sont assez intéressants, les vaccins thérapeutiques, la thérapie génique, l'utilisation de cellules souches, la réversion phénotypique, les siRNA, et il y a aussi les nanomédicaments. Alors, les nanoparticules là-dedans, où est-ce qu'on peut les faire intervenir? On peut les faire intervenir dans le diagnostic. Et ce que les médecins finalement attendent, c'est de faire un bilan d'extension plus précis de la maladie, de détecter éventuellement plus précocement les lésions, et puis à l'extrême, de détecter des lésions alors qu'elles ne sont pas encore cancéreuses, à des stades de lésions précancéreuses. Et en thérapeutique, on attend vraiment un ciblage. On a aussi un problème qui est la chimiorésistance, qui est un problème qui n'est pas réglé. Et puis, il y a la lutte contre la toxicité des médicaments. Alors ça fait beaucoup de choses. Et je vais vous montrer un exemple d'application de nanoparticules sur la lutte contre la chimiorésistance, qui est un problème qui est loin d'être réglé. Alors qu'est-ce que c'est que la chimiorésistance? Par définition, c'est la résistance des cellules à des agents anticancéreux, qu'il y a une diminution de leur concentration au site cible, soit parce que leur métabolisme est modifié, soit parce que leur transport est modifié, soit parce que leur destination est modifiée. Mais le principal mécanisme de cette chimiorésistance, c'est la surexpression de gènes de MDR, de multidrug resistance, et en particulier de la PGP et de la MRP. Et c'est un phénomène qui est assez fréquent, puisqu'il touche jusqu'à 40% des cellules cancéreuses, et il y a certains types de cancers, et en particulier le cancer primitif du foie, le carcinome hépatocellulaire, pour lequel la chimiorésistance est pratiquement de 100%. Et les conséquences cliniques de la chimiorésistance, elles sont simples. Premièrement, il y a une réduction de la puissance des agents cytostatiques et des principaux agents cytostatiques. Et la deuxième conséquence, c'est que comme on a une mauvaise efficacité, on augmente les doses et on augmente la toxicité. Donc la lutte contre la chimiorésistance est un phénomène intéressant et les nanoparticules étaient particulièrement intéressantes éventuellement pour lutter contre ça. Alors, dans le cadre de mon activité privée, puisque j'ai aussi une activité de clinicien à l'assistance publique, dans le cadre de mon activité privée, on a cherché à traiter le carcinome hépatocellulaire avec des médicaments sous forme de nanoparticules.
C'est un modèle particulièrement intéressant parce que je vous ai dit que pratiquement 100% des carcinomes hépatocellulaires sont chimio-résistants, et ça se voit bien dans ce schéma qui représente la stratégie thérapeutique des carcinomes hépatocellulaires. Vous voyez ici qu'il y a la ligne des traitements. Vous voyez ici qu'il n'y a pas du tout de place pour la chimiothérapie. C'est probablement le seul cancer pour lequel il n'y a pas de chimiothérapie qui soit vraiment efficace. Et pourtant, c'est un cancer fréquent. Je vous montre ici l'incidence. Vous voyez, particulièrement fréquent en Asie et en Afrique, mais aussi relativement fréquent en Europe et dans les pays d'Amérique du Sud. C'est le 5e cancer en termes de fréquence dans le monde. C'est plus de 5% des cancers. C'est la 3e cause de mortalité par cancer, plus de 500 000 décès par an. Et vous voyez que c'est un cancer qui atteint les sujets relativement jeunes, 55 ans en Asie, 65 en Europe, plus les hommes que les femmes, sont souvent des malades qui ont une cirrhose, et c'est pas obligatoirement une cirrhose alcoolique, c'est une cirrhose souvent virale. Et maintenant, dans les pays occidentaux, ce cancer émerge chez les malades obèses, chez les gens qui ont des syndromes métaboliques, par le biais de ce qu'on appelle la NASH, le non-alcoolique stéatohépatitis. Cancer fréquent. Donc, chez BioAlliance, on a une forme nanoparticulaire de doxorubicine qui a été mise au point initialement par Patrick Couvreur à Châtenay. Cette forme nanoparticulaire c'est une forme de doxorubicine avec des nanoparticules de l'ordre de 100 à 200 nanomètres, qui est constituée de polyisoxycyanoacrylate et de cyclodextrine. Et cette forme nanoparticulaire a été administrée chez l'homme, bien entendu. Alors comment agit cette forme nanoparticulaire de doxorubicine, de cette anthracycline, dont on vous a déjà dit qu'il y avait par ailleurs d'autres formes nanoparticulaires, comme le KLX ou comme le Myoset? Comment agit cette nouvelle formulation nanoparticulaire dans la chimiorésistance? Eh bien, le mécanisme d'action est le suivant. La doxorubicine et sous forme nanoparticulaire pénètrent dans la cellule par adsorption à la surface des cellules. Le complexe doxopolymère rentre dans la cellule et masque la doxorubicine à la pompe MDR. La pompe MDR ne peut donc plus extruder la doxorubicine en dehors de la cellule. La doxorubicine a donc le temps de pénétrer au niveau de ses sites d'action et donc d'agir. Donc ce qu'on en attend inévitablement sur le plan expérimental, c'est que ça ne doit pas augmenter la cytotoxicité des cellules qui sont sensibles à la doxo. En revanche, ça devrait augmenter la cytotoxicité sur les cellules qui sont chimiorésistantes. Et en clinique, la conséquence de cela, c'est qu'on devrait voir une augmentation de l'efficacité par l'effet sur ces cellules chimiorésistantes, et puis on devrait réduire la toxicité parce qu'on devrait être capable de réduire la dose. Alors, sur les modèles expérimentaux animaux, on a bien montré, comme vous le voyez ici, que dans les modèles in vitro, la doxorubicine sous forme nanoparticulaire est beaucoup plus efficace que la doxorubicine sous sa forme normale. Elle est plus cytotoxique. Ça, c'est in vitro. In vivo, on montre la même chose sur un modèle de métastase hépatique ici. Vous voyez que la doxorubicine sous forme nanoparticulaire empêche, ou du moins est cytotoxique avec beaucoup moins de métastases, à 2,5 par exemple, ici 2,5 mg par kilo. Et vous voyez que la quantité de métastases, ou le nombre de métastases avec doxorubicine sous forme nanoparticulaire est à peu près est le même qu'une dose qui est 3 fois supérieure de doxorubicine standard. Donc on a bien aussi, d'une part, une sensibilité, mais d'autre part, une réduction de la dose comme on l'attendait. Et ça a un effet en termes de survie, en tout cas dans les modèles expérimentaux animaux. On a regardé sur un modèle de CHC bitransgénique avec une surexpression de la MDR, et là aussi on a montré l'existence d'une cytotoxicité importante avec une augmentation importante de l'apoptose. Ça a été fait à Lyon chez Philippe Merle. Donc finalement on avait à peu près tout. Alors deuxième point, est-ce que ça pénètre, est-ce que ça se distribue? Ça c'est c'est aussi une information très importante, c'est que les formes nanoparticulaires ou les nanoparticules modifient la distribution des produits qu'on met dans ces nanoparticules.
Et voilà, voilà un exemple toujours avec cette même formulation. On a eu plusieurs formulations de nanoparticules. Vous voyez ici la doxorubicine seule, simple. Vous voyez qu'elle pénètre peu dans le foie, qu'elle pénètre beaucoup dans les poumons, un peu plus dans le cœur, qu'on ne détecte pratiquement pas dans le plasma. En revanche, celle qu'on utilise aujourd'hui, vous voyez qu'elle pénètre bien dans le foie, un peu moins dans le cœur, un peu moins dans les poumons aussi, et finalement le meilleur rapport, il y a d'autres formes qui pénètrent bien plus dans le foie, mais qui pénètrent aussi beaucoup dans les poumons, et le meilleur rapport foie-poumon, par exemple, était obtenu avec la doxorubicine que nous avons utilisée. Mais ce qui est important de remarquer ici, c'est que la forme de nanoparticule modifie la distribution du produit dans les organes. Alors, quelles sont les conséquences cliniques, puisqu'on a fait toutes les études qu'il fallait faire chez l'animal? Je vous passe le détail. On n'a pas observé de toxicité, et donc on est parti chez l'homme, chez les malades atteints de carcinome hépatocellulaire. Première étude de phase 1, assez classique, on cherche la dose maximale tolérée et on détecte que la dose maximale tolérée, c'est 35 mg par mètre carré. On a observé quelques effets respiratoires qui n'étaient pas très attendus à des doses de 35 mg mètre carré, ce qu'on n'observe pas avec la doxorubicine standard. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas un effet observé avec la doxorubicine. Mais le point intéressant aussi pour nous, c'est qu'on a regardé ce qui se passait en termes de survie, et on a vu d'abord une survie moyenne de 555 jours. Ce sont des malades qui habituellement vivent rarement plus de 250 jours, donc on a eu l'impression que la durée de survie était doublée. Alors on se méfie beaucoup parce que dans ces phases 2 ouvertes, il y a des tas de biais. On avait des réponses objectives dans près de 60 à 80% des cas selon les méthodes d'évaluation. Donc on est parti pour faire une deuxième étude randomisée, étude de phase 2-3, qui devait être transformée en phase 3, tout à fait, je crois, bien faite, en tout cas, randomisée, avec 2 malades sur 1 traité par la doxorubicine sous forme nanoparticulaire, contre le meilleur traitement disponible. On a pris des doses inférieures à celles qui étaient administrées dans l'étude précédente, comme c'est une bonne pratique, et on a fait des injections toutes les 4 semaines en disant qu'on ne faisait pas plus de 3 injections, et que la durée des injections était de 15 à 30 minutes pour des raisons techniques. On a regardé, et puis très vite, on a été obligé d'interrompre l'essai lorsque 28 malades ont été traités, 17 avaient reçu la doxorubicine nanoparticulaire, 11 le groupe contrôle. Le groupe contrôle sont les malades qui étaient traités par chimio-embolisation, dont la durée de survie est bien connue, bien classifiée, elle est d'à peu près 16 à 17 mois dans la littérature. Et on a été obligé d'arrêter cet essai parce que 4 malades ont présenté un syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec 3 décès. Ce qui correspondait à 10% des injections, ce qui était quand même inacceptable. Donc on a suspendu l'essai. Il y avait un steering committee qui nous a dit vous avez bien fait de suspendre, regardez la survie, et puis mettez en place, si la survie est importante, mettez en place des essais précliniques prédictifs pour essayer de réduire ces effets indésirables respiratoires. Alors on a regardé la survie. La survie a été longue, très longue. Vous voyez ici la courbe de survie du traitement standard, qui est la chimio-embolisation, puis traitement bien connu, qui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, fait partie des traitements standards des stades BCLC-B de la classification internationale. Et on a observé plus qu'un doublement de la durée de survie dans cette étude randomisée, encore une fois, 33 mois contre 30 mois par le traitement contrôle, en survie médiane. Et en moyenne, pareil, c'est pareil moins important simplement parce que les malades, il y a encore plein de malades qui sont en vie aujourd'hui. Avec des éléments qui laissent penser que très clairement ce produit est efficace. Et vous voyez que quand on a regardé cette courbe d'un peu plus près, on s'est dit, ici il y a 3 malades qui sont morts précocement de l'injection. Qu'est-ce que ça donnerait finalement si on parvenait à supprimer cette toxicité respiratoire? Alors, je voulais simplement
à ce stade, faire un commentaire. La différence de survie, elle est statistiquement significative, avec 28 malades, ce qui n'est pas très habituel en cancérologie. Ce qui veut dire que l'effet est cliniquement majeur. Et en tant qu'hépatologue, j'ai eu l'occasion de voir un de ces malades, un des malades qui est mort. J'ai eu l'occasion de voir son foie, j'ai eu l'occasion de voir les tumeurs qu'on avait identifiées par le scanner. Les tumeurs étaient nécrosées. Donc, il y a une vraie efficacité de ce produit. C'est, je crois, incontestable. Et encore une fois, 28 malades, une différence statistique, ça montre que l'effet est majeur. Mais il y a aussi un effet toxique majeur. Donc, on a regardé simplement ce qui se passait si on supprimait ces 3 malades ou si on regardait simplement les malades qui avaient reçu les 3 injections comme prévu. Et là aussi, avec très peu de malades, 9 malades dans chaque groupe, c'est rien. Hein. Il y a encore une différence qui est significative, avec plus qu'un doublement de la durée de survie. Donc cette première étape étant faite, on a repris toutes les données que nous avions sur ce produit et on a bien observé que qu'il y avait d'abord un effet dose et qu'il y avait un effet durée de perfusion. Autrement dit, on avait des essais à côté qui ont montré que lorsqu'on injectait par voie intraveineuse pendant 1 heure le produit, il y avait bien une toxicité respiratoire, mais qu'elle apparaissait beaucoup plus tard, enfin à des doses beaucoup plus élevées, pratiquement le double. Autrement dit, en ralentissant simplement la vitesse de perfusion, on réduisait de façon assez importante la toxicité respiratoire. On a voulu regarder ça sur des modèles animaux, on a pas mal galéré. Finalement, on a mis au point un modèle, on a testé les doses, et pour faire simple, on a été capable de reproduire exactement ce qui se passait chez l'homme. Voilà ce qui se passe quand on donne des nanoparticules blanches, tout va bien, pas de problème, et voilà ce qu'on donne quand on voit de la toxicité, quand on donne de la doxorubicine libre. Là non plus, à 7,5 mg kg, il n'y a pas de toxicité respiratoire, 5 mg par kilo de doxorubicine sous forme nanoparticulaire, pas de problème. À 7,5, en revanche, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a une vraie toxicité respiratoire. Et sur le plan histologique, on observe un œdème périvasculaire qui est clairement dose dépendant. Donc on avait un modèle susceptible de démontrer qu'il y a une toxicité respiratoire de ce produit. Donc on a fait varier la durée de perfusion chez les rats et on observe que la mortalité disparaît lorsqu'on augmente la vitesse de perfusion. Donc, pour conclure, finalement, je dirais 2 petites choses. La première, c'est que cette forme nanoparticulaire de doxorubicine, elle augmente l'efficacité de la doxorubicine dans le carcinome hépatocellulaire, c'est incontestable. Elle modifie la distribution de la doxorubicine, mais elle modifie aussi le profil de tolérance. Et donc, à ce titre, c'est un nouveau médicament qui nécessite une réévaluation complète de son rapport bénéfice-risque. Et c'est une remarque générale que je voudrais faire sur les nanotechnologies, sur les nanomédicaments, c'est qu'elles ont beaucoup d'applications en cancérologie, elles ont des applications diagnostiques, elles ont des applications thérapeutiques dans le ciblage, dans la lutte contre la résistance, dans la lutte contre la toxicité, mais ça ne dispense pas, parce que ce sont des nanoparticules utilisées avec des produits qu'on connaît bien, ça ne dispense pas d'en réévaluer complètement et l'efficacité et la toxicité, et que ça justifie une évaluation soigneuse du bénéfice-risque de chacun ou de chacune de ces nouvelles molécules. Merci.